Ce n'est pas de la chaîne. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir, oui, bonsoir pour ceux qui sont aux Amériques, tellement, et bonjour à tous les personnes de ce côté-ci de notre chère planète Terre. Je vous fais un petit live qui a une note très importante, une note de psychanalyse. De psychanalyse. On va faire un peu de la psychanalyse aujourd'hui pour comprendre certains phénomènes. Pour comprendre certains phénomènes de notre société. Phénomènes qui ont quand même une conséquence dramatique, celle de la violence à personne, la violence à enfant, la violence qui va jusqu'à ôter la vie, donc à un innocent, un gamin de 6 ans qui n'a rien demandé à personne, si ce n'est de vivre et d'être aimé par ses parents. Le parent, ce n'est pas que celui qui vous a mis au monde. Le parent, c'est celui-là qui vous entoure, vous fréquente et votre voisin vous donne un petit bonbon au passage, vous fait une petite tape
fraternelle, pour ne pas dire paternelle, pour participer à votre éducation. C'est votre parent aussi. C'est comme ça que nous avons grandi. Nous avons grandi avec une éducation mixte. D'ailleurs, j'ai envie de dire une triple éducation parentale. Celle des parents biologiques, mais également celle que nous avons acquise à l'école, mais aussi celle du voisin, celle des voisins. Les parents voisins étaient aussi là pour nous éduquer. Et d'ailleurs, quand on faisait une gaffe hors de la maison et que le voisin en était au courant, il n'hésitait pas à venir se plaindre auprès de nos parents biologiques et qui prenait pour argent comptant ce que le voisin disait, car c'était le second parent. Mais ces habitudes ont foutu le camp dans nos sociétés aujourd'hui, emportées par d'autres références que celles de la morale. Oui, la morale a foutu le camp. La morale a foutu le camp. La morale a foutu le camp partout, en Afrique, en Europe, en Occident. Nous avons pour référentiel l'argent, la réussite sociale, et une réussite qui est souvent tronquée, une réussite qui est souvent empreinte de raccourcis, de beaucoup de raccourcis. C'est ça, la vie d'aujourd'hui. Et c'est contre ce mode de vie qu'il faut s'insurger. Il faut s'insurger avec la plus grande force. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, que nous allons essayer de faire très rapidement, euh, avec ce live où je vais juste vous apporter quelques explications psychanalytiques à l'acte qui a été posé. Permettez-moi de télécharger une vidéo que je vais vous montrer, mais qui est très instructive, et de me connecter à TikTok pour ceux de nos amis qui préfèrent plutôt regarder à partir de TikTok. Un live assez court, hein, il ne va pas être long, maximum une demi-heure, et encore, car il va falloir après consulter, voir les malades. J'aurais dû télécharger ça depuis hier soir, mais là, ça se met en place. Le téléchargement est quasiment fini, il reste 20%. Et après, je upload ça sur la plateforme, je me connecte à TikTok et puis on va démarrer. Donc, on va y aller dans 2 minutes. Je crois dans 2 minutes, le téléchargement sera fini.
Alors, le téléchargement est quasiment fini. Là, euh, alors, ça c'est fait, je pense que c'est fait. Voilà. Donc là, quand c'est fait, ici, là, il faut, voilà, je le télécharge ici. Alors, donc, si je fais ça, si je fais vidéo, voilà. Bon, alors maintenant que je l'ai fait, je vais maintenant sur TikTok pour, non, pas ça, le TikTok. OK. Bon, alors là, je pense que c'est bon. On peut y aller. Alors, je vais laisser peut-être ceci. Comme ça. OK. Alors, voilà, je suis à vous maintenant. On va démarrer. On va démarrer ce petit live. Quand je vous disais, je voudrais apporter à la communauté camerounaise et même, j'ai envie de dire, la communauté mondiale. Parce qu'on a vu certains blogueurs, certaines personnes étrangères au Cameroun parler de ce problème. Ce problème, quel problème? Le problème de l'assassinat d'un jeune homme, d'un jeune enfant de 6 ans, chez lui, assis chez lui, par un voisin, et un voisin adulte, un père d'enfants, un homme qui a des enfants, de grands enfants, qui a d'ailleurs une jeune dame, artiste camerounaise, slameuse, très connue. Moi, je ne la connaissais pas, parce que, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour regarder un certain nombre de choses. J'y vais pour essayer de distiller un enseignement, tant sur le plan médical que sur le plan de la gouvernance générale du monde et surtout du Cameroun, qui est mon pays d'origine. Et donc, euh, j'ai entendu pour la première fois, en toute sincérité, le nom d'idole lorsque justement la toile s'est enflammée avec cette affaire. Mais je dois reconnaître que euh, c'est une dame certainement très talentueuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a le succès que j'ai constaté qu'elle a. Là, et qui est donc la fille d'un monsieur qui, à la suite d'une dispute, peut-être une bagarre, avec un voisin, euh, ça en est pris à sa progéniture, a donc laissé le lieu de la rixe pour aller se faire la peau des enfants de ce monsieur. Elle est donc rentrée dans la maison armée d'un couteau
et est tombé est son arrivée sur un gamin de 6 ans qui le connaît, car c'est son enfant, car c'est un voisin, car c'est un gamin qui l'aurait même porté avec lui. En fait, il l'aurait porté euh, pendant la tendre enfance de ce gamin de 6 ans qui malheureusement s'en est allé. Et il l'aurait donc poignardé à mort. Et après sa forfaiture, il aurait cherché un second et un troisième enfant. Donc, une seconde et une troisième victime qu'il n'a pas trouvé. Je résume un peu pour les non-camerounais qui ne sont pas au courant de cette affaire, mais qui ont la gentillesse de me suivre, de comprendre que nous avons ici affaire à un authentique. Et je prierai TikTok de m'en excuser, mais il est difficile de trouver d'autres mots que les vrais mots pour expliquer au monde entier de quoi il s'agit. Et aller maintenant comprendre les raisons d'un tel acte de déshumanisation. Comment un être humain peut-il en arriver là à aller ôter la vie d'un autre être humain, et lequel? Un enfant de 6 ans. Celui-là qui n'a encore rien fait, qui n'a encore posé aucun acte délictueux, qui est un enfant de Dieu. Comment peut-on en arriver là? Qu'est-ce qui peut expliquer cette bascule de l'humain à l'inhumain? Comment comprendre ça? On ne peut comprendre ça que si on plonge dans la psychanalyse, si on plonge dans le mental, dans la science qui étudie justement les mécanismes cognitifs de notre comportement. C'est une attitude bien évidemment pathologique, pas dans le sens de pouvoir se cacher derrière le psychique, le psycho, la psychopathie pour être disculpé parce que pénalement irresponsable. Non. Il y a quelque chose de plus subtil que ça. Et qui fait que des personnes vivent avec la violence, s'expriment avec la violence et dominent justement leur entourage grâce à la violence. Et c'est ça qui est expliqué par certaines personnes, des spécialistes de la psychiatrie, et je vais m'appuyer sur notamment, sur un spécialiste de la psychiatrie qui a donné les clés de la compréhension de certaines attitudes. Les attitudes que vous allez retrouver en cette personne. Je veux dire, la personne qui a ôté la vie à ce gamin appelé Matisse. Ce monsieur est atteint d'une certaine forme de psychose. La psychose qui est un trouble mental. Et il faut aller comprendre ce que c'est que cette psychose, comment la comprendre, comment l'expliquer et comment d'ailleurs faire le lien avec sa fille. Sa fille, la slameuse, l'idole, qui a un rapport particulier avec son père. Un rapport qui l'a mené à taire, à ne jamais parler justement de cette violence parentale. Une fille qui adore son père, qui l'adore au point
d'avoir toujours tué justement les actes délictueux de son père. Et qui d'ailleurs, quand la scène s'est produite, quand le monde entier a constaté l'horreur et qu'elle a décidé de sortir de son silence, elle est sortie de son silence avec un discours qui a quand même étonné plus d'un. Un discours où elle essaye quelque part et de manière subtile à finalement même victimiser le bourreau, son père. Il s'est retrouvé au centre d'une affaire grave. Elle a utilisé des mots qui, en psychanalyse, ont un sens, où il y a une certaine forme de déni de réalité, ou du moins de déni de la gravité d'une réalité. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'on s'est retrouvé au centre de, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on y est par hasard, alors que on a volontairement pris une arme et on est allé chercher des victimes. Et on en a eu une. On a estimé que ce n'est pas suffisant. On ne se retrouve pas. On est l'acteur, l'instigateur. Et quand une fille a ce genre de rapport avec son père, le bourreau, on peut aller jusqu'à analyser effectivement certains gestes, certaines images. Par exemple, le regard. Le regard que vous voyez ici. Le regard que la fille a pour son père, envers son père, et vice-versa. Ce regard-là interroge. Ce regard interroge à plus d'un titre. C'est un regard plein d'émotions, plein de complicité, plein de contagion émotionnelle, plein de dépendance psychique. Ce regard que vous voyez, que les TikTokers ne vont peut-être pas voir, parce que je ne maîtrise pas justement encore les techniques de TikTok pour pouvoir vous partager des images. Mais ces images-là, vous les avez vues abondamment, voilà, et vous avez vu la photo où le père et la fille sont très proches, sont très proches. On dirait même sont amoureux. Un amour qu'on connaît en général entre le père et sa fille, ça, ce n'est pas nouveau. Les rapports père-fille sont souvent des rapports empreints d'un certain niveau d'amour. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir quelle est la barrière, quelle est la ligne rouge à ne pas dépasser dans l'amour que la fille peut porter à son père et vice-versa. Et c'est ce regard-là, ce rapport-là que nous allons aujourd'hui analyser, décortiquer. Pour cela, avant de vous montrer une vidéo très importante, je vais peut-être essayer de passer où est-ce que je l'ai envoyé, un instant que je l'ai, est-ce que je vais vous montrer une vidéo. Une vidéo, attendez, est-ce que c'est ici là que je l'ai envoyé?
Du moins, peu importe, mais ce serait quand même intéressant que vous voyez ça. Attendez. Il y a une vidéo que je dois pouvoir vous montrer. Je l'ai envoyée. Ne dites pas que je n'ai pas. Est-ce que je l'ai envoyé? Une vidéo qui a été publiée, enfin, dans le live de J.Rimingono hier. Ah, voilà. Il a publié l'extrait. Je vais déjà arrêter. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça. Alors, écoutez déjà ça. Vraiment, c'est une publication de 2018. J'espère que vous entendez. Ma première moitié, mon premier mari, mon soga, l'homme de la femme de ma vie. C'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. On se donne mutuellement. Beaucoup de filles adorent, surtout moi. Mais je t'aime de tout mon cœur. Moi, je fais des pères à toi et à tous les papas du monde qui savent ce que c'est avoir un enfant. Ils savent ce que c'est avoir un enfant. Ceux-là qui feraient l'impossible pour voir leur gamin sourire. Ceux-là qui, des fois, apprennent à être les mères et qui rendent le meilleur ou pire. Happy Father's Day. Nous sommes le 17 juin 2018. Donc, le 17 juin 2018, à l'occasion de la fête des pères, l'idole a adressé une lettre d'amour à son père, une lettre d'amour, une lettre comme toute fille adresserait à son père, avec des mots poignants, des mots qui ont un sens, en utilisant par exemple des raccourcis, mon premier mari, mon amoureux, et ainsi de suite. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ça, c'est clair. On a simplement dit que cette fille adorait son père. Elle adorait son père au point de lui trouver des excuses, des circonstances atténuantes dans des faits univoques, des faits graves, les faits les plus extrêmes. Car il n'y a pas pire que ôter la vie à un être humain. Et on a vu donc cette fille qui, en 2018, annonçait déjà au monde entier qu'elle adore son père plus que la moyenne. Parce qu'en réalité, chaque être humain aime son père, sa mère, ça va de soi. C'est la palissade. Mais quand vous voyez certaines personnes afficher de manière publique leur amour pour leurs parents, ça veut simplement dire que ils essaient de nous expliquer
qu'ils adorent leurs parents plus que le commun des mortels. Donc, ils sont au-delà de ce que la divinité nous recommande. Ils sont au-delà de ce que le rapport naturel, le rapport inné, le rapport céleste, le rapport divin ne le demande. Ils sont au-delà. Mais cet au-delà-là, comment l'analyser? Qu'est-ce qui explique donc que certaines personnes aiment leurs parents plus que la norme ne l'exige, au point de leur trouver d'ailleurs des excuses à tout? Cette limite, cette ligne rouge qui peut faire basculer vers le pathologique, vers la contagion émotionnelle, vers l'anomalie psychique. C'est ça qu'il faut interroger. Et il y a un psychanalyste français qui s'est penché sur la question. Cette question de ce rapport psychanalytique, ce rapport pathologique entre deux êtres humains qui, a priori, ne devraient pas avoir ce genre de rapport. Là, on bascule dans l'entité globale qu'on appelle la psychose à déclinaison incestueuse. L'inceste. On a connu le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe. Donc, c'est une forme oedipienne d'une anomalie comportementale. L'inceste. Mais l'inceste va être défini comme ce rapport finalement charnel entre deux êtres humains suffisamment proches pour que ce rapport soit interdit. C'est ça l'inceste. Mais Paul-Claude Racamier, psychiatre et psychanalyste français, né en 1924, c'est-à-dire qu'il aurait eu un siècle, 100 ans, 101 ans. Aujourd'hui, Paul-Claude Racamier, qui est le père de ce que vous avez déjà entendu parler de la perversion narcissique. La perversion narcissique. Un homme narcissique. C'est quoi un narcissique? Donc, celui-là qui a théorisé la perversion narcissique s'est aussi penché sur une certaine forme d'inceste. Et il va donc ici, là, distiller un cours sur l'incestuel. L'incestuel. Donc, il a un peu décliné l'inceste vers l'incestuel. L'incestuel qui est ce rapport pathologique entre deux êtres humains suffisamment proches, le père et la fille, par exemple, qui ont un rapport amoureux, mais un amour qui ne va pas forcément vers l'acte sexuel. Il n'y a pas forcément acte sexuel, mais il y a suffisamment d'amour pour que ce ne soit pas normal. Je vous laisse écouter la conférence de Paul-Claude Racamier, donnée en 1995 à des étudiants très studieux. Écoutez ça, ça dure 7 minutes. Et ceux qui ont connu l'affaire du père, l'idole, enfin, le rapport entre le père et la fille, l'idole, vont retrouver ici, là, en Paul Racamier, des éléments de réponse à ce comportement qu'on doit qualifier de psychotique, car incestuel.
l'incestuel étant une déclinaison de l'inceste. Allons-y, écoutons ça très attentivement et après je vais dérouler en m'arrêtant sur un certain nombre de points. On y va. Bien au contraire. Je le dis car je voudrais très clairement et très Vous regardez, vous voyez un peu la salle. au psychotique. J'insiste là sur la différence entre le complexe qui va être construit à partir à travers la psyché, traverse les frontières et s'injecte en force et en acte brut dans les corps et dans les familles. Fallait-il à notre tour foncer dans cette idée, foncer dans quelques préjugés à l'emporte-pièce? Toute psychose n'était-elle que le fruit empoisonné d'incestes accomplis, et toute mère de malade devait-elle être soupçonnée d'avoir couché avec son fils, et celui-ci d'avoir couché avec sa mère. Pourquoi les mères ici sont-elles plus souvent citées que les pères? Nous le découvrirons peut-être tout à l'heure. C'est une vieille histoire. Fallait-il donc s'en tenir brutalement aux faits purement médico-légaux? Certes pas. Les familles à psychose ne sont pas toutes à proprement parler incestueuses. Il m'apparaissait alors que l'inceste n'est pas seulement dans l'inceste. Il se logeait aussi, il se loge toujours, dans des équivalents qui sont des déguisements, des substituts déplacés et déguisés d'actes de nature intimement incestueuse, mais dont ils n'ont pas l'air. Et même affectent-ils, dans leurs apparences, une très grande banalité. Rien de plus facile que de passer à côté sans les voir, tout au moins sans en saisir la véritable nature. C'est qu'ils avaient échappé à toute élaboration psychique. Manipulés par deux personnes ou plus, ils se polarisaient, ainsi les voyages, sur un objet matériel, voire un symptôme, car un symptôme peut équivaloir à un objet matériel. Je les décrivais donc il y a environ 20 ans. Je commençais à découvrir les véhicules de l'incestuel. Le plus banal, le plus commode à exhiber, tout en se dissimulant, c'est, comme vous le savez, l'argent. Plus que d'une érotisation, au demeurant évidente, et évidemment anale, c'est d'incestualisation qu'il s'agissait, et qu'il n'était pas commode à déceler, si ce n'est par une tonalité, une odeur subtilement indécente qui ne trompe pas. Mais je commençais à repérer ces amalgames très particuliers qui, je le crois maintenant, sont tout à fait propres aux productions incestuelles et parfois promises au délire, amalgames étranges qui, faute d'élaboration représentative, échappent à la condensation comme au compromis, traduisant au contraire une coagulation ou des propriétés normalement incompatibles, comme l'exhibé et le secret, le mort et le vif, sont ligaturés jusqu'à constituer une sorte de projectile qui sera doué d'une remarquable pouvoir de pénétration par engrainement dans les têtes et d'aveuglement dans les esprits. Mais avec les psychotiques et leurs familles, il y a aussi à considérer un problème majeur, celui du narcissisme. Grandiose et déliquescent à la fois. Or, c'est précisément en cheminant de conserve avec quelques schizophrènes que je suis tombé, si je puis dire, sur la séduction narcissique. Oui, et ça c'était il y a 20-25 ans. La séduction est narcissique, pas seulement la symbiose, pas simplement la fusion, qui n'est d'ailleurs qu'un fantasme, mais une séduction, une formidable attraction mutuelle, visant non pas à la jouissance, mais à l'unisson. Une sorte de solitude à deux, à la fois vers la grandeur et dans l'exclusion du tiers. Écoutez, écoutez attentivement. C'est très important ce qu'est en train de dire Paul-Claude Racamier, où il fait le lien donc entre l'incestuel et le narcissisme. Le narcissisme. Et que, in fine, ici, là, on a une conjonction de deux éléments qui s'unissent pour s'isoler et vivre
leur union, cet amour maléfique finalement, car elle fait du tort à l'entourage et elle finit toujours par de la violence. La violence de l'un vis-à-vis de l'autre et la violence des deux qui ont donc coagulé, donc qui se sont unis et qui vont faire du mal à l'entourage. Et ça, c'est ce que le pauvre Matisse a subi. Allons-y. Et du désir. Cette vision, je l'ai compris plus tard, était en fait celle d'une séduction acharnée, forcenée et malheureuse, car c'est celle à laquelle sont adonnés les psychotiques. Cependant, il me fallut quelque temps pour admettre que la séduction sexuelle, qui est tellement familière à nos esprits comme à nos corps, n'est pas la seule qui existe au monde. Chose qui peut paraître aujourd'hui évidente, qui vous paraît sans doute évidente, car vous l'avez déjà entendu dire et sans doute assimilée, mais qui reste absolument pas admise par certains de nos collègues qui sans doute auront quelques temps à prendre de plus pour s'y familiariser. 5, 10, 15 ans, peut-être. Ce sont les temps habituels pour l'admission des notions nouvelles. Parfois 20. Non, je blague pas, hein. C'est comme ça, hein. Il m'a fallu du temps également pour comprendre qu'en psychose, comme je l'indiquais tout à l'heure, la séduction narcissique est douloureuse et vouée à l'échec. Et plus de temps encore, pour comprendre qu'à cette séduction narcissique, dont j'avais d'abord aperçu le versant à la fois connectant et imaginaire, il est des fonctions aussi vitales qui sont essentielles. Donc, il existait deux versions fondamentales, presque opposées dans leur destin, de la séduction narcissique. L'une commence à la naissance, elle permet, je pense que nous y reviendrons ces jours-ci, elle permet à la mère et au bébé de se rejoindre à parts égales, en dépit des différences entre leurs capacités respectives, qui sont énormes, et qui risqueraient de les séparer. Ainsi va-t-elle exercer, ainsi va-t-elle croître, exercer sa fonction, sa mission, puis s'apaiser et rétrocéder enfin, jusqu'à se fondre dans le limon du moi, où elle laisse une trace de familiarité heureuse et indélébile. Ainsi, voyez-vous, le paysage s'élargissait et s'élargit sous vos yeux. Il s'étend bien au-delà du champ clos de la psychose. Il s'approfondissait. Il faisait toucher du doigt ce qui, dans la vie psychique individuelle, familiale et même sociale, porte l'empreinte de l'inceste, ni fantasmé, ni symbolisé, sans qu'en soit, en tout cas sans qu'en soit nécessairement accompli les formes corporelles. Ainsi, l'incestuel, nous apparaissait comme une extension irradiante, larvrée mais irradiante, de l'inceste à toute une relation, à tout un fonctionnement psychique, dans ce registre de l'incestualité qui est autant dans la défense et dans l'emprise que dans la perversion. L'incestuel est dans le faire, dans le faire faire, dans le faire croire et dans le faire ne pas penser. Voilà. Donc, on a suivi le professeur Paul-Claude Racamier, psychiatre français, qui a étudié de manière scientifique. Il a fait des recherches, plusieurs publications dans le domaine de la psychose et notamment des rapports incestueux. Et il a donc estimé que l'inceste n'est pas que le rapport physique, corporel, charnel entre deux personnes suffisamment proches. La mère et son fils, le père et sa fille, le frère et sa sœur.
Mais il y a quelque chose de plus subtil, qui est insidieux, qui irradie de manière subtile, avec des rapports qui, eux aussi, sont des rapports normalement interdits, qui ne sont pas forcément charnels. Le passage à l'acte peut ne pas se faire. Il peut même s'imaginer, peut être entretenu sans qu'il ne se fasse réellement. Mais tout ce qui s'accomplit relève quand même du pathologique, de l'interdit, du non-dit. Et il a donc appelé ça l'incestuel. L'incestuel. Et que dans l'incestuel, il y a souvent un rapport de domination entre le plus fort et le plus faible. En général, si c'est père-fille, c'est le père qui est le plus fort et la fille qui subit. Mais c'est une soumission qui finalement semble être naturelle, semble même être appréciée. Mais parce qu'au fond, il y a une dépendance psychique, une dépendance émotionnelle qui peut avoir des explications suffisamment lointaines, diverses et variées. Mais le fait est que les deux personnes ont souvent ce rapport-là. Et il y a donc un qui souvent est narcissique. Le narcissisme, c'est, puisque nous sommes dans un live pas purement médical, mais grand public, c'est ce qu'on pourrait appeler avoir des relations toxiques. Quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un de narcissique. Et on reconnaît le narcissique en certains points. Il y a dans la littérature 3 signes cardinaux pour reconnaître le narcissique. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Voilà. Donc, j'étais avec ma jeune assistante et qui me suit sur de temps en temps, elle dit, mais c'est vu à 6 heures, non, 23 heures, tu es encore sur TikTok. Non, mais quand je commence à 23 heures, c'est que je vais jusqu'à 3 heures du matin. Après, j'arrive là, elle me dit, mais donc, tu es fatigué. Je dis que ben, j'ai pas dormi à cause des internautes. Parce qu'il faut vous distiller la connaissance. Vous savez, on est fait pour ça. Donc, le narcissique, il a un égo surdimensionné. Moi, un égo surdimensionné. Le narcissique, il va être comme ça là. Le narcissique a toujours la posture de victime. Il essaie toujours de culpabiliser les autres. C'est ça aussi le narcissique. Le narcissique, il va essayer de dénigrer son entourage. Dénigrer. Et il dénigre justement pour attirer vers lui sa proie, pour éloigner sa proie des autres. C'est ça aussi le narcissique. Le narcissique, il y a toujours un décalage entre le réel et ce qu'il veut transmettre. Donc, c'est un menteur. C'est un peu un menteur, souvent. Il a besoin toujours d'attirer l'attention. Il a besoin d'attirer l'attention. Donc, il va toujours poser des actes qui vont le mettre au centre d'intérêt, au centre de toutes les attentions. C'est ça le narcissique. C'est un fin séducteur. Le narcissique est fin séducteur. Il est fin séducteur, voilà, il parle bien, il se met bien, il est souriant, mais derrière ce sourire-là, il y a quelqu'un qui n'a pas l'empathie pour tout ce qui l'entoure et toutes les personnes qui l'entourent. Le narcissique n'a pas d'empathie.
Et il est prêt justement à passer à l'acte parce qu'il n'a pas d'empathie. Parce que vous ne pouvez pas rentrer quelque part, aller chercher les gamins, un gamin, voir un gamin de 6 ans et ne pas avoir le frein nécessaire, le frein émotionnel nécessaire pour se dire que non, je ne peux pas faire ça. Et quand vous le faites, vous ne vous dites pas, je vais faire souffrir non seulement le gamin, mais ses proches, ses parents. Non, il n'a pas d'empathie. D'ailleurs, quand il a fini, il essaie d'aller vers d'autres victimes. Il a la recherche d'autres victimes. Parce qu'il n'a pas d'empathie. Le narcissique a une réputation qui le précède. Oui, le père de l'idole, on nous dit qu'il a déjà été l'auteur d'autres faits qui ont d'ailleurs entraîné le décès. Oui, il a été l'auteur d'autres faits qui ont entraîné le décès. Donc, c'est un monsieur réputé violent, qui d'ailleurs terrorise tout le quartier. Donc, il a des antécédents. Le narcissique cherche toujours à s'isoler et à isoler sa proie. En l'occurrence, c'est là sa fille, les autres. Parce que l'influence des autres peut amener la rupture du lien pathologique, du lien émotionnel, la dépendance psychique qui lie sa proie et lui. Le narcissique, c'est ça. Il protège sa proie. Il surestime ses capacités. Il a un langage flagrant de perversion. Et il essaie toujours de se mettre en position de faiblesse. C'est un menteur né. Quelqu'un qui passe son temps à mentir. Vous avez donc ce genre de signaux qui doivent vous amener à comprendre que ici, là, on a affaire à un pervers narcissique. Alors, comment se fait-il que dans sa relation incestuelle, d'après la définition de Paul-Claude Racamier que je vous ai déroulé tout à l'heure, comment se fait-il que la fille du narcissique ne se rend pas compte que c'est une relation qui n'est pas normale, que son idole, son amoureux, entre guillemets, devrait être justement, entre guillemets, neutralisé, devrait être pris en charge, car il est pathologique. Non, ça ne se fait pas parce que elle est en plein dans ce schéma, dans ce film, dans cette relation, elle est en plein dedans. Elle ne voit plus que l'aspect positif de cette relation, qui pourtant ne l'est pas. Il y a donc coagulation, comme l'a dit Paul-Claude Racamier. Il y a coagulation d'intérêt entre les deux. Ils forment un tout solidaire qui ne voit le monde que sous son prisme d'union sacrée. Tout ce qui se passe autour, tout ce que eux, ils irradient comme violence. Parce que Paul-Claude Racamier vous a dit que dans cette relation incestuelle entre deux êtres humains, il n'y a que la violence. Il n'y a que la violence tout autour. D'ailleurs, n'oubliez pas que le pervers narcissique est consubstantiellement jaloux. Il ne va jamais aimer, par exemple, le fiancé, l'amoureux, le mari de sa proie, qui est par exemple sa fille. Il ne va jamais l'aimer.
il va peut-être l'accepter parce que la société lui interdit justement d'assumer une relation amoureuse avec sa fille. Donc, il va supporter sans soutenir, sans aimer son gendre, son beau-fils, etc. Et si c'est une relation qui n'est pas officielle, parce que c'est le mari et autres, c'est juste peut-être le petit copain et tout, il fera tout pour la détruire, cette relation. C'est ça aussi le perfect narcissique qui entretient une relation incestuelle avec sa fille, par exemple. La fille va être protectrice aussi. Et elle va avoir une certaine jalousie larvée vis-à-vis d'une amoureuse de son père. Là, je suis dans la généralité. Hein. Là, je ne suis pas dans le cas précis. Je vous parle de la relation incestuelle. Alors maintenant, chacun fera son interprétation par rapport au cas ici, là, querellé. Mais je vous parle, là, je rentre déjà dans le discours général. Et vous devez savoir que dans notre monde dans lequel nous vivons, la relation incestuelle, elle est finalement plus fréquente qu'on ne le soupçonnerait. Et c'est pour ça que moi, je fais hommage à Paul-Claude Racamier, ce psychiatre français qui a consacré sa vie à nous expliquer ce côté un peu interdit. Et je tiens à vous rappeler que beaucoup parmi nous ont eu ce genre de rapport dans la famille, entre cousins, entre demi-frères, demi-sœurs, de ce genre, c'est-à-dire que on est amoureux, mais on ne le dit pas, parce que ça se fait pas. Voilà, ça, voilà, bon, il y a des attitudes, il y a des gestes, il y a des regards, voilà. C'est une déclinaison du complexe d'Oedipe. C'est une déclinaison de l'inceste, l'incestuel. Et il faut donc dire, pour revenir au cas de l'idole, que les pleurs que nous avons vu l'idole verser quelques jours après sa forfaiture et à la faveur de cette levée de bouclier que nous avons vue dans les réseaux sociaux. Ces pleurs et surtout les mots choisis expliquent de manière magistrale, majestueuse, le rapport incestuel avec son père. Un rapport de domination, un rapport de contagion émotionnelle, de symbiose pathologique, de solidarité dans le manque d'empathie vis-à-vis des autres, dans cette irradiation de la violence. Parce que d'ailleurs, la mère de l'enfant Mathis a dit, on a écouté les voices, où elle a dit que quand la forfaiture a été commise, elle a appelé l'idole, donc la fille du bourreau, qui n'a pas décroché. Peut-être qu'elle n'était pas connaissante du téléphone. Mais elle n'a jamais décroché, n'a jamais répondu au message. Donc, elle n'a même, elle, jamais spontanément pris l'initiative d'aller vers la famille. Parce qu'elle est dans une solidarité d'action, dans une coagulation de sentiments d'intérêt, d'après Paul-Claude Racamier, avec son père. Voilà pourquoi vous m'avez vu poster un message sur ma page Facebook où j'ai dit
l'idole est complice d'un acte criminel. Donc, elle est criminelle. Je l'ai dit. Je l'assume. Je l'assume sur le plan psychanalytique. Mes propos tiennent la route. Et je rappelle encore aux internautes, et même à mes proches, qui ont pris l'habitude, quand je fais un post, qui vont regarder, lire au premier degré, et revenir vers moi. Ton post là, il faut l'enlever. Tu n'as pas. Je rappelle encore aux internautes que Aimé Boni n'est pas sur les réseaux sociaux pour se comporter comme le commun des internautes. Non, je suis un intellectuel. Non, je suis un scientifique. Et en tant que scientifique, quand je pose un acte public, je réfléchis. Je prends le temps. Vous avez vu que j'ai pris du temps pour faire ma première sortie sur cette affaire. Parce qu'il faut comprendre une affaire. Et moi, j'essaie toujours d'apporter une touche médicale à des questions de société. Quand il y a un lien, quand je peux trouver un lien, et c'est comme ça que je le fais. Et donc, quand on vient guerre, les gens ne réfléchissent pas. Et les gens n'ont pas l'humilité. Les gens n'ont pas l'humilité de se dire que on a quand même affaire à un professeur de médecine. Quand il vient donner un avis, il sait de quoi il parle. Et donc, maintenant que je vous ai expliqué le rationnel de mon raisonnement, je voudrais que vous veniez me prouver le contraire de ce que le drame qui a emporté l'enfant Matisse, c'est une affaire de relation incestuelle entre un père et une fille. Mais du moins, je veux dire que c'est parce que dans la relation incestuelle, il y a du narcissisme, il y a de la perversion narcissique. Donc, il y a un acteur qui est narcissique. Et le narcissisme intègre un certain nombre de tares, dont la violence, dont l'empathie. Donc, voilà un homme violent, empathique, enfin, le manque d'empathie, autant pour moi, le manque d'empathie. Donc, il est antipathique. Il s'est laissé emporter par ses pulsions. Et maintenant, ce qui est encore plus choquant, c'est que sa fille a marqué une indifférence, car elle est dans une coagulation de comportement avec son père, qu'elle l'a toujours couvé, puisqu'il n'était pas son premier acte. Et si cette dame, cette jeune dame, idole, avait dénoncé son père depuis, avait marqué une pause, un retrait dans sa relation avec son père, qui lui est dans une relation aussi d'intérêt, d'argent. Paul Claude Rakamier vous a dit dans l'élément là, comme c'est enregistré, vous pouvez réécouter, il vous a dit qu'il y a toujours un intérêt dans cette relation. Et ça peut être l'argent. L'argent est souvent là. L'argent est là. L'amour que monsieur, je ne sais plus comment vous l'appelez, mais son pseudonyme c'est Black. L'amour que Black a pour sa fille est sous-tendu par de l'argent. On le sait, puisqu'elle est devenue bankable. Bankable. Et il se plaisait justement à parler d'elle en tant que la star qui produit du contenu et donc qui produit de l'argent. Donc, il y a un intérêt financier, pécunier, dans sa relation à sa fille. Il n'a pas exclu que si sa fille n'était rien, était une ratée, ce ne serait peut-être pas les mêmes rapports et le même discours qu'il tient.
Et donc, si sa fille avait coupé les ponts, enfin, de telle manière à dire non, tu es violent, tu as fait ces deux, moi je suis plus là, machin truc, je te mets plus en avant, tu n'es plus mon manager, ou je sais pas trop quoi et tout, il aurait peut-être changé. Mathis serait peut-être en vie. Donc, vous voyez un peu le lien psychanalytique entre l'idole et le décès de Matisse. Et ça, c'est un intello qui peut vous expliquer ça. Donc, chers followers, apprenez à être humble, apprenez à être respectueux de la science. Parce qu'un médecin, c'est quelqu'un qui a une formation permettant de comprendre certains phénomènes, même qui sortent de son champ de spécialisation. Parce qu'en médecine, on commence par fondamentaux, parmi lesquels la psychologie. On apprend ça. Et après, on apprend la psychanalyse. On apprend même la psychiatrie. Un médecin, c'est quelqu'un qui a eu des cours et des stages dans les services de psychiatrie. C'est obligatoire. Ce qui veut bien que, si bien que, à un moment donné, quand on a affaire à une certaine problématique, on a suffisamment d'atouts pour essayer de comprendre le phénomène. Et si on a la curiosité scientifique, d'aller encore puiser, d'aller chercher, d'aller lire, on fait rapidement le lien et on peut expliquer. Et voilà comment je me plonge dans les travaux de Paul-Claude Rakami. Je vous l'ai dit maintenant, voilà, regardez ce truc. Donc, on va s'arrêter là parce que mon live était vraiment, pas pour intention d'être très long parce qu'il faut voir les malades. Vous avez vu ma jeune assistante voilà, qui est là et les malades aussi, donc il faut voir les malades. Donc, on aura peut-être le temps de faire le débrief de ce live si vous voulez, un autre jour, et je répondrai à vos questions. Je vais lire, parce que là, j'ai pas le temps maintenant, je vais lire peut-être vos commentaires sur Facebook, YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Parce que ma page, enfin, ma chaîne YouTube va devenir une chaîne un peu plus engagée, même dans le domaine de l'enseignement de la médecine. Je vais en faire une page, une chaîne TV qui va discuter de beaucoup de sujets, parmi lesquels des lives sur des thèmes de médecine, avec des invités, des experts qui viendront vous titiller la connaissance. J'ai une page professionnelle Facebook, mes abonnés professionnels, abonnez-vous là-bas. Là-bas, il n'y a que du contenu médical. Il n'y a que du contenu médical. J'arrive pas encore à faire, il va falloir que je fasse aussi des lives sur cette page-là. Bon. Celui-ci, par exemple, je vais juste verser ça là-bas, mais il va falloir que je le fasse. Ma page TikTok, voilà, c'est un peu un multipote, hein. Vous savez, moi, je tape sur tout, je suis toutologue. Comme vous vous dites, je suis toutologue. Ben, il faut pouvoir être toutologue, hein. Il faut pouvoir avoir des, des arguments sur les choses. Vous avez vu comment je vous ai distillé la connaissance journalistique à propos du code électoral camerounais, de la loi électorale camerounaise. Et nous avons donc fait un live, je pense que vous avez quand même apprécié, live de 4 heures de temps, avec des experts, des professeurs de droit. Et on a essayé de décortiquer l'article 121 du code électoral et dans ses alinéas 1 et 2, et l'article 15 de la Constitution camerounaise. Et vous avez vu qu'en termes de relance, en termes de posture journalistique, je suis pas mal, non? Hein? Parce que, non, ce qui est naturel est naturel. Au point où les autres médias commencent déjà à me tricher, hein? Les amis d'Equinox, ils volent
mes panélistes, ils volent mon thème, ils ont fait un thème, bon, ils ont bien fait ça, il faut le dire, ben, ils ont volé. Et moi, j'ai dit que bon, je veux qu'ils me farotent un peu là. S'ils ne farotent pas, moi, je parle à la CPI. S'ils ne me farotent pas, je parle à la CPI. Je parle à la CPI une fois. Bon, les amis, là, c'était un peu de distraction, de blagues, de garder le moral. Cette journée, cette fin de week-end, fin de semaine, voilà, studieuse. Et je vous dis, chers amis, on reste en contact. Soyez vigilants, soyez amour, soyez amour, soyez amour. Posez que des actes d'amour, de bonheur. Aimez votre prochain comme vous-même. Car vanité des vanités. À très bientôt. Le média. Bye. Ciao. C'est bon, on a terminé. Oui, c'est bon, c'est bon.